à 50 voire 55 millions à l'horizon 2030. À ce moment-là, nous aurons atteint la capacité d'occupation maximale des infrastructures existantes. Ça soulève une question importante. Il faudra fonder une nouvelle ville. Je ne vois vraiment pas qui pourrait dire non à un tel projet. Je peux vous certifier à 100% que ce sera l'œuvre la plus extraordinaire du premier quart du XXIe siècle. Tout d'abord, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une composante morale qui plane dans l'air. Il ne faut pas être trop intelligent ou trop expérimental, ni faire de choses trop originales. Moi, j'étais habitué à l'originalité. Au XXe siècle, le futur est quelque chose d'excitant. Après la guerre, on pensait pouvoir inventer un monde meilleur et plus démocratique. C'était une vision courageuse. Ça me plaît toujours, tout simplement parce que c'est beau. À travers l'histoire, on a vu des gens, des rêveurs, des penseurs qui voulaient imaginer la vie dans le futur. De nos jours, le monde est coincé dans un embouteillage. Il souffre du manque d'interaction sociale. Les gens parlent de villes, mais en réalité, ce sont des bidonvilles. Quand on parle d'énergie, on parle de pollution. Le monde doit repartir de zéro. La majorité d'entre nous vit en zone urbaine. Donc, il faut partir de là. Ça veut dire quoi d'être le concepteur en chef d'un projet de cette envergure? Ça veut dire avoir peur. En toute honnêteté, la première fois qu'on se penche sur ce projet, on est obligé de se dire, mais où ont-ils la tête? Si ça marche, ce sera pour ainsi dire la nouvelle Babylone. Si ça ne marche pas, ça restera une expérience intéressante. Les moments les plus précieux sont ceux où l'on ne sait pas si on se trouve en face d'une idée totalement délirante ou de quelque chose de vraiment profond. Mais dès qu'on s'y met plus sérieusement, on commence à envisager toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et on se dit que cette idée est peut-être bien réalisable. Pourquoi pas? De nombreux projets deviennent raisonnables au fur et à mesure de leur avancement. Et je suis convaincu que c'est le cas pour celui-là également. La question reste ouverte. Les gens disent souvent que les projets en Arabie Saoudite sont irréalisables, trop ambitieux. Ils peuvent continuer. Nous continuerons à leur prouver qu'ils ont tort. C'est l'un des projets les plus attendus et les plus intrigants de l'histoire de l'urbanisme. Le monde entier se demande si ce plan ambitieux d'une mégapole dans le désert saoudien est réellement un modèle pour l'avenir. The Line, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité, promet une révolution dans la vie urbaine. Mais de quoi s'agit-il? Qui va le construire et est-ce que ça peut réellement fonctionner? Tout le monde se rend à l'exposition universelle de New York. Les gens viennent des 4 coins du monde. Tous les 40 ou 50 ans, il y a un phénomène de résurgence incroyable, où la technologie, l'État, la politique et la culture convergent vers une unité formidable. À l'exposition universelle de New York, on a Futurama. Mesdames et messieurs, voici l'avenir. On n'avait jamais rien vu de tel. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il est quasiment inévitable qu'un projet comme Neom finisse par être lancé. Nous avons de l'espace et devons loger 10 millions de personnes. Alors autant tout construire de zéro. Mais où et comment débuter la conception d'une ville en partant de rien? Qu'est-ce qui fait une ville réussie? Et comment éviter un cauchemar dystopique? Les villes sont nos constructions sociales les plus grandes et les plus complexes. En tant qu'architectes, nous les traduisons en réalité physique. En avançant dans le XXIe siècle, les villes sont à la racine de nos plus gros problèmes. Nous vivons une époque où nous avons peur pour l'avenir. Nous vivons désastre après désastre. Pour certains, c'est l'idée même du progrès qui est à la base du problème. Le futur est en pause. Tant de questions sans réponse. La menace qui pèse sur notre planète est telle que nous ne pouvons absolument pas y faire face avec des vieux procédés. Nous nous approchons dangereusement d'un précipice.
et la falaise s'écroule sous nos pieds. Tout va changer et on ne sait pas ce qui va émerger. Dans tous les projets que j'étudie, on parle beaucoup des problèmes de durabilité, mais il y a une absence complète du sentiment d'urgence. L'humanité tout entière est face à un défi. Il faut comprendre que nous avons commis des erreurs, que nous avons presque tout fichu en l'air, et qu'il faut maintenant rattraper nos bêtises. Bizarrement, la panique que l'on devrait voir si l'on prenait vraiment les choses au sérieux est absente de beaucoup de projets. Dans cette opération, par contre, la panique est bien présente. Les visions que nous avions du futur en disent beaucoup sur la période à laquelle elles ont été inventées. Les voitures volantes, vivre sur une autre planète. Rainer Banham a dit « À quoi ressemblera l'avenir ? Il y aura des monorails. » Si on regarde nos visions actuelles de l'avenir, que contiennent-elles ? De la verdure, pas vrai? Tous les dessins d'architectes contemporains que vous pourrez consulter présentent des murs végétaux, des arbres. C'est la preuve que l'environnement occupe une place centrale dans nos visions pour l'avenir. C'est ainsi que Neom, les créateurs de The Line, ont créé une réponse à ces défis et une vision audacieuse de l'avenir. Une ville zéro émission, sans voiture. Mais comment fonctionnera-t-elle? The Line est un projet qui intrigue beaucoup et qui laisse beaucoup de gens perplexes. En fait, il peut paraître déroutant, même pour ses concepteurs. Si je suis en haut de cet immeuble et que je dois aller en haut de cet autre immeuble, il faut descendre en ascenseur, puis remonter. Ça prend 10 à 15 minutes. Si on avait pu marcher entre les deux immeubles, ça aurait pris 2 ou 3 minutes. Voilà ce qu'on veut faire avec The Line. The Line fera 170 km de long. Il y aura 140 modules de 200 mètres de large et de 800 mètres de long chacun, qui se situeront également à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chaque module pourra accueillir 80 000 personnes. Une fois terminé, The Line aura une capacité d'hébergement de 9 millions d'habitants. En fait, c'est une ville verticale. Mais une ville verticale, construite selon une structure particulière et complètement innovante. The Line promet de réinventer tous les aspects de la vie citadine. Mais depuis sa genèse en 2017, son développement se fait dans le plus grand secret. C'est étrange que ça ait été secret, étant donné l'envergure du projet. C'est difficile de passer à côté. On a pris le temps de comprendre les relations avec l'architecture, mais c'est la première fois que j'entends des questions comme « Est-ce qu'on a pris en compte la courbure de la Terre ?» et « Comment ça fonctionne ?» L'architecture, c'est un monde assez petit. J'ai des amis proches qui travaillent dans cette ville et j'ai fini par apprendre qu'ils travaillent d'une façon ou d'une autre pour Neom. On reste discret, mais les choses finissent par se savoir. J'ai reçu un appel en février 2019. Avant de comprendre ce qui se passait, j'étais au téléphone avec une personne très dynamique. Et j'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'Anthony Vives. Les villes dont l'architecture est réussie ont quelque chose de musical. C'est ce rythme qui rend ces villes mieux que d'autres. Certaines villes n'ont aucun rythme. Elles l'ont perdu. Ce que j'ai dit a dû leur plaire. Et on a rejoint l'équipe. L'aventure commençait. Nous avons abordé de nombreuses idées. Pourquoi ne pas construire un cercle qui mettrait en valeur le mouvement, la mobilité, les trains? On construirait doucement jusqu'à pouvoir accueillir 10 millions de personnes. On se creuse la tête en équipe. On a organisé une compétition avec les meilleurs concepteurs du monde, chacun nous présentant une ville en améliorant des méthodes qui existaient déjà. À l'exception d'une personne qui a dit « Vous savez quoi, au lieu d'un cercle, on va faire une ligne droite. » C'est là que l'idée est née et qu'on a commencé à approfondir. Dès les premiers instants de la compétition, il était évident que nous avions l'opportunité unique de concevoir l'urbanisme du XXIe siècle. Le but était de construire une ville, donc on n'allait pas remporter la compétition en ne construisant rien. On a fini par se dire que si on devait construire quelque chose, il faudrait que notre projet ait la plus faible empreinte possible. Tenter d'imaginer concevoir un tel projet sans même avoir fait des repérages sur place était assez intimidant.
Ce n'est qu'une fois dans l'hélicoptère, avec toute cette beauté sous les yeux, que c'est devenu plus facile. Il ne s'agissait pas de créer quelque chose de connu. Il fallait combiner des éléments afin que cet environnement puisse continuer à exister. Le nord-ouest de l'Arabie Saoudite est encore intact, quasiment désert. Il y a plusieurs topographies, des montagnes, des vallées, des oasis, des dunes, des plages, des îles, des coraux. On peut y faire du ski et de la plongée, c'est parfait. S'étirant des montagnes jusqu'à des paysages désertiques en passant par le golfe d'Aqaba et avec une surface d'à peine 34 km², c'est le défi que tout architecte rêve de relever. Nous avons reçu une invitation sur laquelle il était écrit « Homa est invité à participer à une expérience sur l'urbanisme vertical ». La première fois que j'ai vu le projet, c'est quand Iyad m'a invité et m'a montré sur quoi il travaillait. Je me suis dit, ah d'accord. Le secteur de la construction et du design est quasiment préhistorique. On coule du béton comme il y a un siècle. On envisage la construction de la même façon, on conçoit les bâtiments presque à l'identique. On a besoin d'un changement plus ou moins radical. Plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que cette radicalité était le résultat d'une question plutôt que notre réponse. Le plus curieux là-dedans, c'était que l'idée d'un client soit encore plus radicale que nous. Quand il nous a montré une ligne droite au lieu d'un cercle, The Line mesurait environ 2 km de large. Mon souci, c'était que l'idée d'infrastructure était bonne, mais qu'une fois à l'intérieur, on ne ressentait pas la largeur de 2 km. J'ai dit, et si au lieu de 2 km de large, on construisait plutôt 2 tours qui parcourraient toute la ligne? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que ce serait trop imposant? 100% durable et doté d'une empreinte carbone réduite grâce à des énergies renouvelables. Oubliez les voitures et créez une ville qui peut être parcourue à pied en 5 minutes. Pour atteindre cet objectif, il faudra quasiment tout réinventer, de notre façon de vivre à la manière dont fonctionne une ville. Pour notre proposition, nous avons présenté une carte conceptuelle et éclatée de New York. C'était important pour nous de montrer une échelle qui contribue à la formation de communautés et qui donne aux gens l'occasion de vivre dans des environnements très différents, comme à Londres ou à Manhattan. Tom a très bien compris que nous étions à la recherche de quelque chose de novateur, de presque poétique. C'est un projet incroyablement complexe. Mais quand on y réfléchit bien, l'idée directrice est très simple, n'est-ce pas? C'est facile à comprendre. On peut avoir tendance à dire « oui, d'accord », mais le plus excitant, c'est de capturer l'essence des villes intéressantes. Nous avons contacté Sir Peter Cook, légende vivante de l'architecture et de l'urbanisme. Je lui ai présenté l'idée et il m'a répondu « Pardon, vous avez bu, cher ami ?» Il y a plusieurs années, j'ai conçu un projet qui est devenu assez célèbre et qui s'appelle Plug-in City. Grâce à ça, je suis devenu une espèce de vieux sage en ce qui concerne les villes linéaires et les villes expérimentales, si on peut dire. Ça doit être un projet très intéressant pour lui à ce stade de sa vie, étant donné son passé et la manière dont il a influencé l'architecture. Après un mois, Sir Peter Cook me disait « Tony, on va en faire une réalité. » Personnellement, j'aime partir de l'idée de base d'un projet et la modifier, l'arranger. On sait que ça fonctionne et que ça aussi, ça fonctionne. Et si on faisait quelque chose d'un peu plus osé? L'imagerie fait directement référence au travail des groupes d'architectes Super Studio, Archigram et Archizoom, entre autres. On pourrait même aller jusqu'à dire que la fantasmagorie de la fin des années 60 est à son apogée dans le désert saoudien. Certaines visions d'une époque passée peuvent redevenir pertinentes 40 ou 50 ans plus tard. Je crois qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer aux autres qu'on est prêt à expérimenter. On pense toujours que les jeunes sont les plus progressistes. Moi, je trouve que les jeunes architectes sont nerveux, très nerveux même. Ce ne sont pas des expérimentateurs par nature. Ils ont un peu peur. L'idée d'une ville en ligne n'est pas nouvelle. On retrouve des motifs linéaires dans toutes les villes du monde. Mais très souvent, la ville linéaire par excellence n'a pas dépassé le stade de rêve.
Parfois, la ville linéaire a du sens. Bilbao, par exemple, située dans une vallée fluviale, ou bien d'autres villes côtières où l'on veut être près de la plage, comme Dubaï. C'est là que la ville linéaire prend tout son sens. Nous avons peut-être besoin des expériences osées et de l'assurance du milieu du XXe siècle pour surmonter nos défis actuels. La réponse aux problèmes modernes serait-elle encore plus de modernité? En architecture, la modernité a très certainement débuté vers la fin du XIXe siècle. Elle s'est manifestée avec Eugène Haussmann, qui a plus ou moins rebâti la ville de Paris pour la sauver, remodelant cette idée folle de ce que pouvait être une ville. La modernité elle-même est le résultat d'une explosion démographique. L'architecture a dû trouver des manières de se réinventer parce qu'il fallait loger de plus en plus d'habitants. Avec toutes les cultures qui construisent des tours à perte de vue, en disant que c'est comme ça qu'on crée une société, peut-être qu'il est temps de repenser notre idée de l'urbanisme. Parmi 20 entreprises de première classe, 5 ont été choisies pour développer leur propre module et donner vie à The Line, pour créer notre vision collective de l'avenir. Tout le monde attend ça avec impatience, mais ça n'a jamais vraiment été fait, et certainement pas à cette échelle. C'est surprenant pour le monde de l'architecture. On n'a pas vu une telle avancée depuis longtemps. On doit réimaginer la ville du futur selon une approche descendante. Toutes les villes qui existent sont basées sur des méthodes passées. Et on passe notre temps à devoir résoudre des problèmes. Le modèle de ville existant doit être modifié en permanence. Avec une approche descendante, on peut inventer The Line. C'est ainsi que les meilleurs architectes du monde se réunissent pour travailler sur un projet idéaliste et futuriste dans un endroit isolé. C'est l'une des idées les plus folles de leur carrière à tous. Mais l'idée d'une compétition prend un tournant inattendu. Je suis allé à Londres pour une présentation. La réunion allait commencer. On m'a demandé « Ça vous dérange si un autre groupe nous rejoint ?» À partir de là, j'ai compris que ça allait être un dialogue. Je me nourrissais de l'énergie des autres et les autres se nourrissaient de la nôtre. Je me souviens que Peter Cook a approché une équipe en disant « Et si on allait prendre un verre pour apprendre à se connaître ?» C'était assez convivial, maintenant que j'y repense. On n'aurait pas dit une réunion de travail. Il y avait quelques comptables quand même, mais on ne les écoutait pas beaucoup. On a eu l'opportunité de concevoir un projet où l'inclusion de toutes ces infrastructures différentes s'est faite de façon collective. Il n'a pas fallu longtemps pour oublier la compétition et travailler ensemble à construire une histoire sur l'habitabilité. À chaque étape, ce projet exige une innovation de la part de tous les participants. Le but final est de tout penser différemment. Pour avoir travaillé quotidiennement avec des architectes, je leur dis toujours: il faut mettre votre cerveau dans la machine à laver, la faire tourner et trouver de nouvelles idées. Il est indispensable de quitter sa zone de confort. En tant qu'architecte et urbaniste, on doit tout envisager sous des angles différents. Quand on a commencé à travailler sur ce projet, plusieurs personnes ont évoqué la mission Apollo des années 60. Voici le véhicule qui propulsera 3 Américains vers la Lune pour le plus grand voyage du siècle. Il y a eu une incroyable synergie des instances gouvernementales, sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy, pour réunir les plus grands esprits des États-Unis. La NASA et NEOM sont jumelles dans un certain sens, à 60 ans d'écart. Ce sont des projets différents, mais ils sont tous deux uniques. Vous imaginez bien le nombre de sceptiques, toutes les critiques et les personnes qui demandent si c'est vraiment possible. C'est vraiment très osé. Nous avons 10 ans pour concevoir ce que nous pensons être l'habitabilité du futur et pour l'expliquer aux gens. Mais pour donner corps à une vision aussi radicale, on a parfois besoin d'inspiration venue d'ailleurs. Je discutais avec 2 physiciens quantiques et l'un a jeté un œil à son collègue, puis vers moi en me disant « Tu sais quoi? C'est l'heure de faire appel aux poètes maintenant. Ce sont eux qu'il nous faut. » L'ingénierie et la conception ne sont rien sans l'art. Nous ne voulons pas créer une ville sans la considérer comme une œuvre d'art dans son ensemble. Je suis artiste-concepteur et directeur artistique. Depuis quelque temps maintenant,
je travaille sur la création d'une vision osée pour Neom, grâce à mon expérience dans la production d'œuvres audiovisuelles de science-fiction et de fantasy. Olivier Pron est l'un des directeurs artistiques les plus connus de Hollywood. Il a créé des mondes fantastiques et futuristes, allant des Gardiens de la Galaxie à Harry Potter en passant par Doctor Strange. Je crois que les artistes ont le pouvoir d'envisager un problème de manière plus large. J'essaie de m'amuser, au sens artistique du terme, comme quand on regarde les nuages. On a l'impression d'y voir des formes, des images. Je fais la même chose avec les paysages. C'est stimulant de penser à ce qu'on a vu dans de la science-fiction et se demander si c'est de la fiction ou du réel. Cette question est au cœur de tout, qu'on y croit ou pas, et peu importe si on y arrive, il faut tendre vers la fiction. Est-ce qu'il faut passer à la science-fiction pour se projeter dans l'avenir? Ne court-on pas le risque d'obtenir une vision irréalisable? Si l'on construit une ville futuriste, on n'a pas encore tous les éléments. Sinon, ce ne serait pas une ville du futur. Par définition, on ne peut jamais s'emparer du futur. Il sera toujours un pas devant nous. Par contre, on peut amener l'avenir dans le présent. On peut accélérer le cours de l'histoire si on le souhaite. Et tout à coup, le futur est là. Parfois, on se dit, on aurait pu faire ça, mais c'est déjà fait. Et ce n'est pas la réponse à une commande, mais la commande elle-même. Alors, comment s'y prendre? L'urgence du projet continue à influencer l'apparence et l'atmosphère de la ville en demandant toujours plus d'innovation. Mais est-ce réalisable? Est-ce pratique, possible ou même souhaitable? L'idée d'une ville linéaire réinterprétée en tant que ville linéaire verticale est un pas en avant. L'être humain aime l'horizontale et a tendance à éviter la verticalité à tout prix. Les ascenseurs et les escaliers constituent des interruptions brutales de mouvement et on déteste ça. Et si on envisageait plutôt le sol comme plusieurs paliers, plutôt que comme un endroit unique vers lequel on descend toujours? Ce serait comme un rez-de-chaussée omniprésent, puisqu'on aura la pizzeria et le pressing à n'importe quel étage, le terrain de foot à n'importe quel étage. Et ces parcours suspendus permettront d'aller d'un point à l'autre en moins de 5 minutes. Il semblerait que plus on construit haut, plus on a besoin d'innover. Les villes les plus réussies sont un peu polissonnes. Dans une ville construite en quadrillage, on croit qu'il ne se passe rien, mais dans la conception, c'est en fait très intriguant. En tant qu'architecte, il est facile de se reposer sur l'idée qu'il s'agit d'un immeuble. Notre instinct nous pousse à nous tourner vers les outils qui nous sont familiers. Mais un projet de cette envergure ne peut pas être construit n'importe où. Il faut plus que de l'ambition pour créer quelque chose d'aussi énorme. Les modèles sont faits. On travaille dessus, ça a l'air faisable. Et pour couronner le tout, on est face à une idée de génie. Une idée immense, gigantesque. J'aimerais vraiment pouvoir l'expliquer différemment, de manière moins grandiose. Mais c'est un projet qui va rapporter de l'argent. Il répond à la demande émergente en Arabie Saoudite. Et il redéfinit complètement la manière de construire une ville, une nouvelle façon de vivre. Ce qu'il y a de particulier avec les projets d'une envergure aussi énorme, c'est qu'il faut que tout soit parfaitement imbriqué. Il faut les architectes, il faut l'argent et il faut le pouvoir. C'est presque de l'alchimie. En tant qu'urbaniste, on sait bien que l'État doit participer pour pouvoir fournir la plateforme nécessaire à la réalisation du projet. Et peut-être que ce sera différent cette fois. Peut-être que nous avons appris des erreurs passées. C'est pour mon nouveau break Chevrolet. Comme nous le savons tous, les villes du XXe siècle sont axées sur les réseaux routiers, notamment à Los Angeles. La vaste expansion territoriale de la ville est rendue possible par la voiture. Mais en fin de compte, on s'est aperçu que ce n'était pas durable. Toutes les villes sont basées sur des problèmes et des solutions. La voiture est une solution à un problème. J'ai une Tesla et je sais maintenant que c'est transitoire. C'est la dernière voiture avant la disparition de l'automobile. Ce n'est qu'après avoir terminé un projet qu'on se rend compte à quel point il remet en cause notre réalité, notre environnement. À Los Angeles, par exemple, on comprend que la ville est en train de détruire l'environnement qui la rend si attractive. Notre projet prend ça en compte. Le trajet domicile-travail était une chose merveilleuse. Il a permis de relier des sociétés entières. Il a créé un réseau de villes. Mais je pense que les villes comprennent enfin que la voiture, ce n'est peut-être pas la panacée qu'on imaginait. Mais dans une ville sans voiture de 170 km de long, comment les gens pourraient-ils sortir de leur quartier?
La colonne vertébrale de The Line est un train rapide qui relie le point A au point B, de la mer à la montagne. C'est la seule chose qui peut remplacer efficacement les voitures. Les transports verticaux ressemblent un petit peu à un métro. Il n'y aura pas besoin d'appeler un ascenseur. La machine fera des allers-retours à intervalles réguliers. S'il n'y avait que des appartements sur 500 ou 800 mètres, ce serait quand même ennuyeux. On veut que l'esprit de la ville se retrouve dans sa conception. Faire réellement partie de son environnement, c'est un grand défi, mais c'est très concret. On s'est penché sur cette problématique avec une équipe d'ingénieurs en se posant des questions difficiles. Ce que j'aime avec NEOM, c'est que c'est au centre des nouvelles technologies, de l'innovation et de la révolution urbaine. Et il faut penser aux communautés du futur et imaginer comment elles utiliseront l'espace urbain de demain. Mais alors, que nous apprennent les maquettes de The Line sur nos idéaux du futur? Il s'agirait d'intégrer plusieurs communautés. Et cette idée m'obsède. Comment est-ce que je peux générer, grâce à la variété, une communauté où il fait bon vivre, qui est créative et qui, bien sûr, possède une économie robuste et génère de l'emploi? Si on est à 500 mètres de haut, on a trouvé un point idéal en urbanisme qui se situe vers les 300 mètres. Ce serait un endroit où les gens pourraient se réunir comme un espace public habitable. Donc on a voulu mettre un parc. Et on le veut toujours. Bon sang, pardon, mais il en faut absolument un. Mais qui habitera The Line? Est-ce que la structure attirera seulement les riches et les curieux à la recherche d'une escapade? Ou sera-t-elle un lieu où les gens auront envie de poser leurs valises? Ce sont des réponses à des questions qu'on ne se pose pas encore, parce qu'on n'ose pas. En fin de compte, le groupe cible d'habitants qui choisira de vivre là-bas sera varié, je pense. J'ai un ami américain qui a décidé de déménager et de s'installer à Miami. Là-bas, dès qu'on sort du bureau, on est en vacances. On est près des loisirs, de la culture, du sport, des magasins. Il faut donc que chaque jour ce soit un plaisir de sortir du travail pour profiter du reste de sa journée à NEOM. On tente de concurrencer Miami par rapport à cela. Quand on travaille sur un tel projet et qu'il nous suit au quotidien, qu'il fait partie de nos journées de travail, mais aussi de nos rêves la nuit, on finit par avoir envie de s'y installer, non? Honnêtement, c'est un phénomène qu'on doit gérer tout le temps. À certains moments pendant le développement du projet, les gens se mettaient à dire « j'y vivrai bien ». Les gens commencent à croire que c'est possible. Ça n'a jamais été fait avant. On a vraiment besoin de cet esprit avant-gardiste pour créer non seulement des villes, mais une planète qui puisse survivre aux milliers d'années prochaines. The Line est un projet habité par une certaine radicalité qu'on retrouve peu en Occident, même pas du tout. Nous sommes limités par notre histoire. Les cités médiévales, les routes romaines sont encore tracées. Quand on travaille avec ces plans-là, il est difficile de penser différemment. Si les architectes qui ont dessiné Manhattan avaient eu nos capacités technologiques, ils auraient fait quelque chose de similaire à NEOM. Ils auraient tenté de maintenir la densité de population à un niveau acceptable pour s'assurer que la créativité, que les interactions et le dialogue soient possibles, tout en préservant un accès direct à la nature. On s'est rapidement rendu compte qu'il fallait repenser le rapport entre la nature et l'homme. Ici, on parle d'une population de 9 millions de personnes, réparties sur 34 km², contre 1500 km² à Londres. Ce n'est pas 2 fois moins ou 10% de moins, c'est complètement différent. L'Europe est surpeuplée et nous manquons d'espace. La région où est construite NEOM a une totale liberté en comparaison. Avec mon expérience dans le cinéma, je pensais avoir vu les endroits les plus surprenants du globe. J'ai donc été très étonné de découvrir qu'en Arabie Saoudite, on pouvait encore découvrir des paysages frappants, sauvages, immaculé et absolument époustouflant. C'est comme découvrir une nouvelle planète. L'important dans The Line, c'est à quel point l'espace est rentabilisé. Si on y pense, 95% du projet
consiste à laisser vivre la nature. Quand on n'a jamais mis les pieds dans un désert, on pense que ce n'est que du sable aride. Mais non, il y a tout un tas de formes de vie qui ne demandent qu'à éclore. On arrive quelque part, on décide d'observer avec un satellite et tout à coup, on découvre que ce lieu, c'est comme une charnière. Les civilisations qui ont façonné les mondes occidental et oriental se rencontrent ici. Vous pensez que c'est un hasard? Aucun autre endroit au monde n'a pris l'engagement de n'occuper que 5% de l'espace. On peut tout avoir, avec l'empreinte carbone la plus faible, pour que la planète puisse respirer à nouveau. Le monde doit aller dans cette direction. On devrait laisser la nature envahir les villes plutôt que l'inverse. Cette problématique soulève une autre question intéressante. L'endroit est sublime pour l'instant. Et on va y construire quelque chose. Il faut donc que cette chose soit également sublime, sinon ça va tout gâcher. Les ingénieurs les plus pragmatiques et les comptables diront « Voilà ce qu'il y a de plus efficace à faire ». Malheureusement, l'efficacité n'est pas forcément esthétique. Et l'ambition est au centre de The Line, pour faire de cette ville globale un vrai pôle d'activité internationale. Je crois sincèrement que l'inspiration survient dans les endroits et les situations les plus inattendues. Alors pourquoi construire en Arabie Saoudite? Pourquoi pas en Europe ou aux États-Unis? Pour une fois, notre client est prêt à dire non. Et si On a pensé à l'occasion que ça représentait. Nous avons les fonds, les terres, la stabilité et les bonnes infrastructures. Nous sommes un pays du G20. On peut affirmer sans détour que NEOM est l'une des organisations les plus incroyables de la dernière décennie, où les plus grands esprits se rencontrent. NEOM permet de mettre à l'épreuve différentes solutions à des problèmes. Le pays entier, le projet dans son ensemble, la ville entière sont les plus grandes start-up du monde. Et une start-up, ça implique de l'impatience et du désordre. Certaines choses fonctionneront, d'autres non. On construira à partir des meilleures idées. On se trouve dans une grande machine à laver pleine d'idées et de différentes manières de penser. Notre ambition est proportionnelle aux défis qu'on va rencontrer. Si on ne rencontre pas de défis, c'est qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'ambition. On peut poser un regard neuf sur tout ce qui nous entoure et se poser la question suivante. Si on avait une feuille blanche, quel type d'environnement voudrait-on créer pour ce siècle, pour aujourd'hui? Découvrir de nouvelles technologies, c'est l'essence même de NEOM et de The Line. Souvent, les fonds et la gouvernance proviennent d'infrastructures existantes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de créer tout type de technologie qui réinvente complètement la conception urbaine. C'est une nouvelle vision, pas seulement pour l'Arabie Saoudite, mais pour le monde entier. Il y a de quoi être fier. Et il faut reconnaître que ça n'arrive pas souvent d'être aussi fier d'un projet. De temps à autre, on se demande, est-ce que c'est réellement en train de se produire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va tenir les délais? Alors oui, il est facile d'imaginer qu'il y aura des problèmes, mais il est capital de penser que ça va marcher. Et puis, les architectes sont optimistes de nature. On ne peut pas y arriver sans enthousiasme, c'est impossible. On ne peut pas y arriver sans y croire. Et puis il y a autre chose. L'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus jeunes de la planète. Et je dirais que le monde arabe dans son ensemble est l'une des cultures où la jeunesse est la plus puissante. À mon avis, il y a une importante partie de la jeunesse saoudienne qui incarnait déjà l'esprit de NEOM avant sa création. NEOM était déjà là. Nous sommes simplement en train de lui donner forme physique. Nous concrétisons certaines ambitions sociales que nous avons. Nous voulons que des gens de toutes origines vivent et travaillent ensemble. Nous recherchons l'égalité femmes-hommes. On le voit au sein du projet. Nous avons des femmes brillantes au plus haut niveau. Ces 5 dernières années, l'Arabie Saoudite a changé. En bien. Si vous étiez venu me voir il y a 5 ans en me parlant de NEOM, j'aurais dit n'importe quoi. Mais je suis venue ici et je me suis dit, ça va se faire. Ce qui m'anime, c'est de faire partie de quelque chose où je peux faire une petite différence par mon travail. Le présent de l'Arabie Saoudite m'enthousiasme. Ce qui se passe maintenant, c'est déjà énorme. Ça me rend heureuse. Je vais avoir un rôle à jouer dans tout ça, dans ce changement. L'autre jour, j'ai entendu le terme de troisième culture. Cela qualifie les personnes qui ont vécu dans plusieurs endroits et qui se sont imprégnées de tout. Il y a plus de 60 nationalités ici.
C'est incroyablement terrifiant. On ne dispose d'aucun modèle passé auquel se référer quand on doute. Du coup, participer à ce projet, c'est effrayant mais aussi enthousiasmant. Ça pourrait avoir un impact énorme. Est-ce qu'on peut vraiment construire The Line? Toute la question est là. Nous avons encouragé ceux qui ont fait les plans à être ambitieux. Maintenant, les exécutants comme moi et mon équipe devons trouver comment les concrétiser. Ce projet, c'est l'opportunité pour tous ceux qui y participent de faire quelque chose de totalement inédit. Ce n'est pas anodin, je dirais même que c'est une grande responsabilité, car nous avons entre les mains la vie des gens qui viendront s'installer ici avec leur famille. Pour que ce projet aille au bout et soit un succès, certains aspects devront échouer. Si les choses restent comme nous les concevons à ce moment précis, alors ça ne fonctionnera pas. Les villes qui prospèrent réellement sur le long terme sont celles qui ont l'énergie, la capacité et les infrastructures nécessaires pour se réinventer. Une ville vous trahira forcément. C'est comme ça. Si je décide que cette parcelle sera un hôtel, 10 ans plus tard, l'hôtel se sera transformé en bureau ou en copropriété. On aura beau dessiner une ville dans les moindres détails, les gens en feront leur propre utilisation. Et l'environnement sociopolitique la transformera. Ils imaginaient avoir un parking ici, mais il y a un parc. Et à la place du parc, il y a un parking. Il faut donc être souple et flexible pour s'adapter rapidement à ces changements. Parce que si on ne s'adapte pas, on disparaît. Avec les ingénieurs, on a décidé de construire une sorte de châssis aux éléments modulables. Ce châssis sera libre d'évoluer pendant le processus de construction ou après que la construction est terminée. On pourra complètement le retirer, le renvoyer à l'usine, faire des modifications et le remettre. Pour rendre le désert humain, il faut une ingénierie verticale très élaborée. En plus, la planète devient de plus en plus inhabitable. Ce désert peut servir d'aperçu intéressant de ce qui nous attend. Il pourra montrer que l'action radicale est absolument nécessaire pour héberger une présence humaine. Les créateurs de The Line veulent un changement dans la production d'énergie et une modification de la façon dont sont alimentées les villes. Un vaste parc éolien est prévu, ainsi que des initiatives pour exploiter le pouvoir de l'hydrogène vert. Je travaille dans les sciences appliquées et je trouve ça fantastique. On a souvent eu des doutes, mais on voit à présent des idées devenir réalité et être prises au sérieux. Ils promettent également de gérer la rareté de l'eau inhérente au désert en investissant dans des projets de récupération de l'eau et dans des usines de désalinisation alimentées par l'énergie solaire. Plusieurs des concepts que nous utilisons ici pourront être mis en pratique dans d'autres endroits de la planète. Ça changera véritablement l'industrie de la construction. Le résultat sera intéressant pour tous les architectes. Cela aura un impact sur notre profession, je pense. L'architecture est une discipline résolument tournée vers l'avenir. Nous sommes censés être des concepteurs, mais nous devons également être psychologues, car nous devons prédire ce qui va se passer plus tard. Tellement de gens sont impliqués dans ce projet, donc il va se passer quelque chose d'intéressant. Si l'on a plusieurs voix et une multitude d'interprétations, c'est là que se trouve le potentiel. Y aura-t-il des contretemps ou des erreurs? C'est certain. S'il n'y en a pas, c'est que la vision n'est pas assez ambitieuse. L'envergure des opérations et le nombre d'architectes impliqués sont inédits. Je serais incapable de citer un seul autre projet qui se rapproche de celui-ci. Cela le rend complètement unique. Je choisis de le considérer non pas comme un objet ou une entité seule, mais plutôt comme un écosystème qui va grandir et créer la vie tout autour de manière que l'on ne peut même pas imaginer. On ne comprendra qu'après l'avoir construit, quand on sera vraiment dans les montagnes à Neom, qu'on montera dans un train à grande vitesse et qu'on se retrouvera à la plage en 20 minutes. Ça va faire tout drôle. Même les plus grandes idées n'ont pas nécessairement besoin d'être statiques. Elles doivent être assez bien conçues pour pouvoir nourrir d'autres idées. Ce n'est pas un monolithe. On veut pouvoir planter quelque chose et dire « Voilà ce qu'on a fait cette année ». Rien de plus. Un projet de cette taille est-il réellement viable à l'échelle humaine? Est-il possible que The Line dépasse cette tension ancienne de l'urbanisme? On a besoin de ce moment pour expérimenter. C'est une période de changement pour tout le monde, pour toute la planète. Comme je le dis toujours, il y a toute une constellation de choses, notamment la politique, la géopolitique et l'économie, qui stimulent un certain mouvement que nous devons voir comme une opportunité.
Il faut faire un bond vers l'avenir. C'est absolument indispensable. Le mérite de ce projet sur le long terme sera étroitement lié à la façon dont l'Arabie saoudite se développera sur cette même période. Est-ce que la modernisation actuelle va durer dans le temps? Est-ce que ce pays, que nous rejetions auparavant pour ses aspects conservateurs et qui vivait du pétrole, poursuivra son entrée fracassante dans le XXIe siècle? Est-ce que cette évolution sera vraiment durable? Si c'est le cas, alors un projet comme celui-ci sera vu comme le symptôme d'un changement bénin. La construction de la ville a déjà commencé. La fin de la première phase est prévue vers 2030, comme envisagé par l'Arabie saoudite. Pour voir émerger la totalité des 170 km, il faudra encore attendre longtemps. Et c'est peut-être là l'intérêt. La première phase présentera une possibilité. Ce sera une pique au monde entier, suggérant que l'avenir est plus proche qu'on ne le croit. Ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'on pense qu'il existe une façon différente de faire les choses. Est-ce que c'est la bonne solution pour tous? Aucune idée. Est-ce que c'est une solution pour certains des problèmes que vous rencontrez? On pense que oui. L'idée, c'est que nous soyons comme votre boîte de pétri. On va faire les tests. Certes, cet environnement est unique, mais tout le monde pourra en tirer des leçons. Au fond, notre objectif principal, c'est de créer la civilisation de demain. Et nous devons encourager d'autres nations à faire de même pour une planète plus saine. Il est peut-être temps de réinventer l'urbanisme et de repenser la manière dont vivront les gens. C'est de cette manière qu'on aboutit à un tel projet, en se posant cette question. La question, c'est comment créer quelque chose de mieux? Et la réponse à cette question, eh bien, je peux vous dire qu'elle me fascine et qu'elle me terrifie en même temps. On a déjà évoqué un tel projet par le passé, mais personne ne l'a concrétisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer et à le faire sortir de terre. Facile, n'est-ce pas? Rien n'est impossible. Et l'échec est tout à fait acceptable, c'est vrai. Mais si on ne va pas au bout de ce projet maintenant, on ne fera jamais de bond vers l'avenir. Ce qu'on fait, c'est qu'on chasse une licorne. Les personnes qui réussiront à construire cette vision du futur en premier pourront en revendiquer sa faisabilité et sa réalité. À présent, nous participons tous à cette opération incroyablement nouvelle. Le monde de l'architecture cultive une relation d'envie mutuelle. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis toujours. Et ce projet ne fera pas exception. Il y aura d'un côté de l'admiration timide et des tentatives de copie, et il y aura des rejets catégoriques de l'autre. Je suis presque sûr que ce projet provoquera ces deux types de réactions. C'est d'ailleurs la seule chose que je peux prédire avec un degré important de certitude. Si la solution que nous avons imaginée peut aider d'autres sociétés à améliorer leur façon de vivre, leur qualité de vie au quotidien, à générer une habitabilité pour tous et pas seulement pour l'élite, alors Neom sera utile. Je ne sais pas quel sera le résultat une fois qu'on aura assemblé toutes les pièces du puzzle. Il faudra compter sur l'imagination des gens venus des quatre coins du monde pour vivre à Neom. Je peux vous promettre que ce sera inédit et créatif. Mais pour l'instant, on reste dans l'inconnu. Qui vivra verra. Derrière toute cette grandeur et cette vision, il y a un petit groupe de personnes qui cherchent à s'améliorer. Et je crois que c'est ce qui doit demeurer au cœur du projet.